Bonjour à tous. Au plaisir de pouvoir partager mon expérience auprès avec vous. C'est un format agilable un peu, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Boomerang et puis l'idée c'est derrière c'est que des questions sur l'utilisation du no-code. Moi, c'est surtout cette deuxième partie qui va vous intéresser. Donc mon histoire, ça commence en 2016. J'étais encore étudiant en école de commerce à l'époque et j'étais en échange au Brésil. Super sympa. Et c'est là-bas que j'ai joué mon premier Escape Game. Je sais pas si vous connaissez toute l'activité. Vous êtes enfermé dans une salle, pour en sortir en moins d'une heure, etc. Et tout de suite, en fait, moi, j'ai trouvé l'activité super cool, adaptée à la fois pour les familles, les potes, pour les entreprises aussi. Et quand je suis rentré, j'étais encore étudiant en Master 1, et j'ai analysé un petit peu le marché en France. Et en fait, j'ai vu que chaque Escape Game était indépendant. Et qu'il n'y avait pas vraiment d'acteurs, en fait, au-dessus du marché. Quand on voulait réserver un Escape Game, on devait passer près d'un escape en particulier. C'était pas possible d'offrir un cadeau en son choix. C'est une escape game. Donc en fait, tout de suite, j'ai eu cette idée-là et je me suis dit, bah, en fait, je veux monter le premier coffret cadeau Escape Game. Parce que je savais que c'était un business assez facile à lancer, qui est cash flow positif, c'est-à-dire que quand vous vendez le coffret, vous payez le partenaire que quand il est utilisé. On encaisse, en gros, la prestation avant de l'avoir vendu. Moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Bon, j'avais 1000 euros pour lancer la boîte, ce qui me fait en dire qu'on ne peut pas aller bien loin. Mon premier réflexe, j'ai toujours été très autodidacte, assez, même si j'étais en école de commerce, assez tech, pour programmer un peu sur ma calculette, etc. Et je me suis dit, ouais, c'est parti d'une bonne intuition, je vais essayer de coder. Donc là, sur le site du zéro à l'époque, Code Classroom, hop, super, au bout de 3 semaines, j'affiche en gros Hello World, en gras, en surligné, en rouge, en blanc, etc. Je dis, putain, voilà. Et soit il va me falloir un an comme ça pour me former ou 6 mois à temps complet, soit il faut m'associer avec un développeur, donc payer 30 000 euros pour développer une app, ou me donner 30% de ma boîte, ça n'existe pas encore. Merde. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert Bubble. En fait, pour faire hyper tôt, on est en 2016. Déjà à l'époque, c'était incroyable ce que ça permettait de faire. Oui, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui, il n'y avait pas les backends workflow, c'était moins poussé, mais ça permettait de faire tout ce que j'avais besoin. En fait, j'avais besoin de plus qu'un site e-commerce classique, parce qu'il y a des notions de personnalisation importantes. Quand vous vendez un coffret cadeau, chaque coffret a un code unique. En fait, chacun des produits a un code barre différent, parce qu'ils sont non activés, par exemple, en magasin. Aujourd'hui, on les vend à la Fnac et chez Cultura, et s'ils sont volés en magasin, ça coûte zéro, parce que, enfin, juste le coût du coffret physique, ils ne sont pas activés. Et en fait, c'est le partenaire qui va valider l'utilisation du coffret. Il y a deux étapes. Au moment de la vente, nous, sur un serveur, on reçoit le numéro du coffret qui est vendu, on l'active. Et quand le partenaire a le coffret fixe chez lui, bah là, il a un espace partenaire où il va valider ce coffret. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, c'était soit il fallait passer par un dev, Bubble me permettait de le faire. Tout de suite, moi, j'ai adoré la solution. Donc, tout de suite, c'était encore peut-être plus poussé qu'aujourd'hui. À l'époque, la communauté était encore plus petite. Donc, dès que tu avais une question, il fallait aller sur le forum. Il y avait Emmanuel qui répondait. Il y avait, en anglais, il fallait passer des heures à regarder des vidéos. Donc, tout de suite, j'ai accroché de ouf. On a une culture aussi chez Boomerang. On est hyper admin startup. Parce que vous l'avez compris, on a commencé avec 1000 euros. Autant dire qu'il faut être créatif et faire les choses un petit peu différemment. Donc en fait, tout de suite, quand j'ai eu cette idée de coffret cadeau, première étape, je me suis dit, faut tester le marché, faut voir si il y a du potentiel et si ça intéresse des gens. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un escalier, et j'avais rien à l'époque, j'avais même pas de logo, j'avais pas de site internet, j'avais une adresse Gmail. Et puis à l'escalier, je leur ai raconté, voilà, je lance le premier coffret cadeau escalier, dans 3 mois, pour Noël, on sera à la fac. C'est arrivé, c'est vrai, mais c'est pas avant 3 mois, c'est 2 ans plus tard. Voilà, et donc c'est comme ça que sur mes premiers calls avec les SKDM, il y en a qui m'ont dit bah ouais super ça m'intéresse et qui ont signé une clause d'exclusivité avec moi. Alors que voilà, il y avait deux acteurs, Starbucks, Wonderbox, eux deux ils font 1 milliard d'euros sur le marché du coffret cadeau. Moi j'étais personne. Et je trouve que même dans la culture de la boîte que j'ai essayé d'insuffler, très lean startup, en fait le no-code va nous permettre de tester encore plus rapidement un petit peu tous nos projets. C'est une culture qu'on essaie de garder chez Boomerang. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc au début, typique, on était deux associés dans un incubateur, pas d'argent. Je prends mon premier stagiaire non rémunéré, un stagiaire de 6 mois, puis un alternant, puis une équipe. Ce qui s'est passé, c'est que ça a bien marché sur les coffrets. Au début, on a eu le coffret Escape. C'est bien faire aussi d'autres coffrets autour du jeu immersif. On a lancé un coffret réalité virtuelle, avec pareil, le même principe. En fait, on a des partenaires partout en France qui nous donnent ce coffret, vous pouvez l'utiliser où vous voulez. SKDM, on a lancé aussi des coffrets innovants. Par exemple, cette année, on a lancé un coaching The Voice. Comme tu as la licence auprès de TF1, c'est une partenariat avec des anciens talents de l'émission. Et vous pouvez offrir 1 heure de coaching avec un ancien talent The Voice, tellement un des battles ou la finale de l'émission. Voilà, on essaie un petit peu de faire des choses différemment dans le marché des coffrets cadeaux.
toujours avec sur Bubble, mais 100% Bubble depuis 2016, jamais sorti. Sortira par Mail, ça. Le jour où se Integromat Make sur la partie automatisation. Je trouve qu'il y a un deuxième exemple qui est vraiment cool. C'est difficile sur le moment, enfin, c'est parce que voilà, on avait notre boîte de coffrets cadeaux. À l'époque, on était 7 dans l'équipe. Enfin, ça marchait bien, on avait une croissance doublée chaque année, donc c'était relativement lent pour une startup. Enfin, toujours en autofinancement, on n'a jamais levé de fonds depuis le début. Donc c'est comme ça, et puis bah, vous savez, 2019, il y a le Covid qui est arrivé. Enfin, donc là, gros coup dur, parce qu'on vend des coffrets cadeaux avec des escaliers dans des magasins en grande distribution, sur Interac aussi. Mais compliqué, hein. Du jour au lendemain, pendant le confinement, bah, on s'est retrouvé, on a perdu 90% du chiffre d'affaires. Enfin, bah, attends, qu'est-ce qu'on fait? Les salariés en chômage partiel, tout compliqué avec nos associés. Euh, Puis là, en fait, on a essayé de réfléchir, hein, et on s'est dit, on avait l'habitude de vendre nos coffrets cadeaux à des entreprises. Dès le début, c'était un canal de vente hyper intéressant. On avait non seulement des entreprises qui nous achetaient nos coffrets pour récompenser des salariés, comme des entreprises, on bossait aussi du coup avec des agences de communication. En fait, on a été les seuls sur, par exemple, sur l'escalier à avoir réussi à constituer un réseau national d'escaliers. Donc tout de suite, on a découvert un canal qu'on n'imaginait pas au début quand on a lancé la boîte, c'est les agences de communication. Par exemple, c'est McDo, hein, avec qui on bosse chaque année, ils ont une journée avec un jour un bon plan, et ils font gagner en fait 20% de réduction sur notre site internet, sur une partie d'escalier. Et ça, en fait, c'est des codes qui nous achètent. On a fait plein d'OP comme ça, en ayant réussi à constituer sur le réseau national d'escalier. On a fait 50 ans d'Intermarché, on a fait plein de menu, en magasin, etc. Donc là, c'est un canal intéressant. Et loin du Covid, bah, on s'est dit, bah ouais, partie l'escalier, c'est un peu compliqué. Par contre, les clients avec qui on a l'habitude de bosser, ces entreprises, en fait, ils ont toujours une contrainte de travail. Voilà, chacun de son côté, ça va être une période un peu dure, un peu anxiogène aussi pour tout le monde. On s'est dit, bah, pourquoi ne pas en fait complètement pivoter et proposer des team building virtuels au moment du Covid. En fait, c'est comme ça que c'est parti. Hein. Où un petit peu en panique, du jour au lendemain, on s'est dit, bah, le coffret ça vend plus, on met toute l'équipe sur cette partie de team building virtuel. Donc ça, c'est un truc, je pense pas que ça aurait été possible sans le no-code. Euh, Parce qu'entre le moment où on a décidé d'y aller et puis le lancement du site, c'est qu'il y a eu peut-être 3 semaines. Donc, si on était parti sur un projet traditionnel de dev, je sais pas combien de temps on aurait mis, donc on n'a pas eu cette réactivité, on n'a pas eu aussi ce coup de développement quasi nul, quoi. Euh, Même c'est intéressant parce que moi j'ai vu un petit peu comment dire, les mentalités changer. Parce qu'on est passé par Station F, l'incubateur de start-up, où on était il y a 3 ans. Et à l'époque, on était dans un programme d'étudiants entrepreneurs. Et vraiment, autour de moi, je voyais des autres potes entrepreneurs qui galéraient sur le côté tech. Soit ils avaient 3 développeurs qui payaient 2 000 € par mois, il y avait 500 € de serveur, etc. Puis, bah ouais, avec 200 € par mois de Bubble, on va 3 fois plus vite, c'est 10 fois moins cher. Et en fait, je me heurtais à chaque fois à la même chose à l'époque, c'est que à chaque fois quand j'avais parlé à un entrepreneur, il me disait ah ouais, mais non, c'est trop compliqué ce qu'on fait, c'est pas possible de le faire avec du no-code. Euh, à chaque fois, en fait, c'était possible. En leur démontrant, en leur montrant que c'était possible, il y en a qui sont passés, il y en a qui sont pas passés. Mais je me dis, voilà, et c'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser, d'avoir un événement comme ça sur le no-code, parce que nous, on n'aurait pas pu lancer la boîte sans le no-code. Donc c'est un exemple où je pense qu'il y a différents schémas de boîtes, mais quand tu veux bootstrapper une boîte, quand t'as pas l'argent, quand t'as pas forcément le réseau ou le produit aussi pour lever des fonds, parce qu'on l'a vu, il y a des produits, c'est toujours un peu les mêmes boîtes qui lèvent. Nous, le coffret cadeau, c'est beaucoup moins sexy. Donc on a essayé de faire une petite levée de fonds au début, et puis on a très vite senti que voilà, le cadeau, ça n'intéresse pas trop les petits. Pourtant, c'est des boîtes, c'est rentable, c'est en pleine croissance, etc. Donc, sans le no-code, bah vraiment, je sais pas comment est-ce qu'on aurait été pas là aujourd'hui. J'ai un peu switché. Pour revenir sur la partie ouais, events, donc ça a commencé pendant le Covid. Et au début, on a construit une marketplace, on a commencé à bosser avec des prestataires, parce qu'il y avait plein d'entreprises qui organisaient des team building virtuels. Donc on avait un chef cuisinier, on avait un mec qui avait un cours de cocktail, qui a un bar qui était fermé, il organisait ça en visio, donc pareil, super sympa, on organisait des quiz, des jeux, tout type d'activités auxquelles vous pouvez penser en virtuel. Donc ça a commencé comme ça. Et suite un petit peu à une déception avec un prestataire avec qui on a bossé sur la partie escalier, on avait des retours clients qui n'étaient pas forcément des attentes, etc. On remboursait beaucoup nos clients sur ce type de prestation. On s'est dit, bah, on est un peu con, pourquoi est-ce qu'on fait pas nous-mêmes? On a toutes les compétences en interne, on a une équipe de fans d'escape on a lancé des Théo, qui a bossé 2 ans comme game master dans un escape game, qui est fan de Link, qui sur ses heures perdues, il crée des jeux pour ses amis, etc.
Et donc c'est parti en fait cette activité-là un petit peu d'une frustration. On s'est dit bah ok, on avait construit cette marketplace qui proposait des événements virtuels pendant le Covid, mais on n'organisait pas vraiment. Et donc c'est là en fait qu'on a complètement détourné Bubble, parce qu'on a utilisé en fait Bubble pour construire notre propre jeu, à faire jouer à nos clients. Donc là c'est comme ça que ça a commencé. En fait le premier jeu qu'on a construit c'était un vol de la Joconde. Le principe, c'est un escape game. En fait, pour ceux qui suivent un petit peu sur la data sur Bubble, en fait, on a une data équipe, une data user. Les users sont dans des équipes. Le type de notre page, c'est des pages équipes. Et en fait, ça nous permet de créer un jeu interactif où les joueurs vont pouvoir voir leur écran qui évolue au même rythme que ceux de leur équipe. Je sais pas si c'était très clair. Peut-être je peux le réexpliquer différemment. Donc, en gros, un événement, on a, par exemple, un événement pour la VLP 1000 personnes. On les a d'abord dans un Zoom. Il y a tout le monde dans ces 1000 personnes dans ce Zoom. On fait un petit brief. On explique qu'il faut retrouver la Joconde qui a disparu du musée du Louvre. Ensuite, on les divise en sous-salles par équipe de 5-6. On a des animateurs qui tournent dans différentes sous-salles. On leur envoie un lien de jeu par équipe. Et en fait, ils vont pouvoir jouer sur Bubble un escape game pendant 1 heure. Ils vont partager en fait le même écran mais à distance. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, même sur nos escape games, c'est parti d'un petit peu d'une frustration, parce qu'on avait des prestataires qui proposaient des escape games pour le jeu de travail, mais pas comme on voulait. En fait, on a analysé, on s'est dit, nous, ce que les entreprises recherchent, c'est de la communication pour les gens d'une même équipe. Parce que souvent, quand vous êtes 5 à jouer dans une entreprise, voilà, il y en a 2 qui sont à fond, les 3 autres, ils dorment un peu, ils sont sur leur téléphone, et ils sont foutent. Et nous, ce qu'on s'est dit, bah, pour faire participer tout le monde, il faudrait en fait que les informations soient partagées dans le jeu. C'est-à-dire que si on est tous les trois dans la même équipe, on a chacun un tiers des informations, et si moi je suis à fond, en fait, je vais vous pousser à participer et puis à m'envoyer les informations pour qu'on puisse avancer dans le jeu. Donc en fait, Bubble nous a permis ça aussi, de séparer les informations. C'est-à-dire que la plupart de nos énigmes, elles ont ce mode-là, où il y a un écran qui est commun. Par contre, les informations vont être affichées dynamiquement en fonction du nombre de joueurs qu'on a dans chaque équipe. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Je pourrais vous envoyer peut-être vous montrer sur le site à quoi ça ressemble. Donc, on a fait des événements comme ça a super bien marché pendant le Covid. On s'est mis à faire de plus en plus d'événements nous-mêmes. Maintenant, on a 3 escaliers virtuels 100% Bubble, un jeu d'Olympiade, un peu comme un jeu télé, où les participants ils répondent sur leur téléphone, ils flashent un QR code, et puis ils jouent un petit peu comme sur une télécommande sur leur téléphone. C'est ça qu'on se fait avec Bubble. Euh, on a fait jouer des groupes jusqu'à 5000 personnes sur Zoom, sur le site. En même temps? En même temps. Ouais, sur Bubble, avec un plan entreprise. Même pas avec un serveur dédié. C'est Ah pas ouais. fou en boostant les serveurs. Ah, bien sûr, ça transpire un peu quand 105 000 est joué. Mais les serveurs tiennent. C'est ça qui paraît hallucinant. C'est pour ça qu'il y a eu même des grosses critiques vis-à-vis de Bubble sur leur pricing. Parce que, voilà, ils ont mal fait les choses quand ils ont changé leur prix. Et c'est clair que l'analyse derrière, moi je la comprenais, parce que j'ai pas aimé la méthode. C'est que je me dis, nous, même aujourd'hui, on doit payer 200 € par mois auprès de Bubble et on fait 2 millions de chiffre d'affaires. Voilà, alors qu'on serait prêt à payer 10 fois plus. Parce que Bubble est au cœur vraiment de la boîte. En fait, on a construit une boîte où tous nos jeux sont construits sur Bubble, le site internet, une nouvelle fonctionnalité. On est capable de s'adapter, créer des projets à la demande. Donc, sur le coffret, quand il y a un comité d'entreprise qui veut bosser avec nous et qui veut limiter la vente à juste leurs salariés, bah, ok, ça prend un quart d'heure. En fait, on intègre une liste de tous les emails des salariés, on crée une petite condition et c'est possible de bosser ensemble. Alors qu'une boîte sur du code traditionnel, bah hop, je la mets dans la to-do du développeur, ça prend 3 mois, c'est pas prioritaire, et en fait, tu ne fais jamais. Donc en fait, ça nous a ouvert plein de portes comme ça. Sur la partie event, donc on a fait plus de 1200 événements en 1 an. Sacré volume. On avait des journées à 70 événements en décembre. Donc c'était un peu machine de guerre au bureau. Euh, ouais, donc c'est comme ça que ça a débuté. Par la suite, après le Covid, il s'est passé 2 choses. Nos clients, donc, ils sont venus vers nous, ils ont dit, bah ouais, on a kiffé on a adoré vos gens virtuels, mais maintenant, on voudrait du physique. Bah, on était des séminaires dans des châteaux, des challenges koh bien sûr, on a dit qu'on savait le faire. On s'est lancé sur une activité, un peu organisation de team building. Donc, on a organisé des week-ends dans des châteaux, des challenges koh la plage, tout type d'événements. Enfin, on y est allé progressivement. C'était des événements de plus en plus gros. Là, par exemple, en janvier, on a des plus gros événements à 300 000 € pour Capgemini, 250 personnes dans un hôtel pendant 2 nuits, etc., sur le physique. Donc voilà, on est vraiment monté en puissance. En fait, c'est ça. Le Covid a été une opportunité in fine, parce que ça nous a permis d'avoir accès à des boîtes avec qui on a travaillé sur une solution de jeu virtuel, avec lesquelles on n'a jamais pu travailler si on n'avait pas innové, penser aussi vite et réactif, et voilà, et être tout de suite sur cette demande.
Donc, dès le début, en fait, on a fait un focus grand groupe. On a bossé, il y a eu 2 agences qui se sont lancées en même temps que nous pendant le Covid, qui avaient plutôt un positionnement sur des petits événements, en fait, qui touchaient des startups, qui touchaient des groupes de 10-15 personnes. Nous, on a joué l'inverse. On est allé à fond. En fait, on essaie de faire un site qui rassure le maximum, avec une utilisation quand même hyper décalée. Mais on a touché la plupart des grands groupes, CAC 40, des startups Facebook, Google, fait tous les événements d'Amazon aussi pendant le Covid. Voilà, on a vraiment touché des grands comptes. C'est ce qui nous a permis derrière de bosser aussi avec eux sur le physique. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Maintenant, aujourd'hui, on continue aussi à avoir beaucoup de virtuel, à avoir du physique. Aussi, un autre super exemple de ce qu'on a été capable de faire avec Bubble, c'est que, si vous avez compris, au début, nos jeux en virtuel, c'était un instant T, donc 1 heure, on regroupait tous les participants sur une visio, qui jouent en même temps avec des animateurs. Et en fait, ce qui s'est passé en juillet dernier, c'est qu'il y a un appel qui arrive sur le site. Même si je ne pas trop aux appels. Un peu par chance, il y avait une grosse partie de la team en vacances, c'était en juillet-août, donc c'est moi qui ai répondu. Enfin, et là, je tombe, en fait, c'était la directrice communication de Capgemini Engineering qui nous dit, ouais, bah, super, j'ai regardé votre site, bon, ça a l'air super sympa ce que vous proposez, des escaliers virtuels comme ça. Et moi, c'est pas trop ce que je recherche, hein. Là, je pose un peu, c'est quoi votre brief? Il dit, bah, en fait, moi, j'ai 30 000 salariés à faire jouer. Je dis, ouh là là, d'accord. Et moi, ils sont 30 000, ils sont dans des lieux différents, je ne veux pas les faire jouer en même temps. Je veux les faire jouer sur une semaine. En fait, dans le cadre de la semaine du bien-être au travail. Et en fait, je voudrais axer ça autour d'un jeu où les gens peuvent se connecter quand ils veulent. Voilà, un truc le lundi, un truc le mardi, un truc le mercredi. Et là, bah, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, super, ça tombe bien, parce que c'est exactement sur quoi on est en train de bosser depuis 2 mois avec l'équipe. Autant dire que juillet-août, c'était assez chargé. Mais c'est comme ça, voilà, qu'on a développé une plateforme. En fait, on a séquencé nos jeux qu'on faisait en virtuel et on a créé un escalium carrément à la demande avec Capgemini parce que vu qu'on personnalise, on fait partie d'un de nos jeux existants. On leur a créé la Casa des Cartes. Je vais retrouver leur logo sur Capgemini dans un univers Casa des Papel, dans un casino, etc. Super sympa. Et voilà, on a construit une plateforme qui nous permet donc de séquencer nos jeux, que ce soit nos Olympiades, nos questions, nos escaliums, avec tout un tas de challenges annexes aussi. 100% sur Google, par exemple, ils voulaient communiquer sur leur politique RSE. Normal, rend compte, c'est normal. Voilà, donc par exemple, on leur a fait un challenge. Un jour, il fallait que les salariés se connectent et ils avaient une frise chronologique à reconstituer avec les dates importantes de la politique RSE. On a fait plein de challenges comme ça. Ils étaient partenaires de la Coupe du Monde de rugby. Donc, il y a un autre challenge. Il fallait constituer sa mêlée, enfin, son équipe avec des personnages de Casa des Papel. On a fait un mix en fait de challenge à la fois éducatif sur les valeurs qu'ils voulaient pousser et puis une partie jeu gamifié. Au final, l'activation a super bien marché parce qu'ils avaient un objectif de 15% de participants et on était à 40%. Donc, par rapport à leurs activations classiques, où ils faisaient des challenges de pas, hein, un peu plus sportifs. En fait, les salariés devaient marcher pour faire le maximum de pas, marquer des points, etc. Donc, ça a super bien marché. Les salariés se sont pris au jeu de ouf. Il y en a qui se sont pris des challenges photos aussi, sur photos dans les locaux de Capgemini avec les tenues de Casa des Papel. Voilà, donc ça a vraiment été une super réussite. Et ça montre encore une fois bah, la puissance de Bubble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je me dis, j'étais tout seul. J'étais le seul dev Bubble. Pendant longtemps, c'est une erreur que j'ai fait. Où, moi, je suis CEO de la boîte. J'ai 15 personnes à gérer et pour très longtemps, bah, j'étais le seul dev. C'était il y a 2 ans, je vous aurais dit, bah ouais, Bubble, c'est formidable si tu as envie de mettre la main à la pâte, mais par contre, oui, les gens que tu veux recruter, c'est un peu dur. Et là, je vois que c'est en train de changer. C'est un petit peu, on est un petit peu à l'étape d'après. Ouais, la solution était déjà là, mais il manquait l'écosystème. Donc c'est ce qui fait, on aurait pu passer sur du code classique, on l'a pas fait parce que c'était encore au cœur de notre business et ça nous aurait fermé plein de portes. C'est clair que j'ai bossé pendant ce temps-là où j'ai ces 2 rôles. Donc maintenant, enfin, on a le Benoît qui nous reste qui nous a rejoint, qui va avoir du boulot. Sur la partie level, donc on est deux. Euh, donc voilà, sur la partie de création de jeux. Enfin, donc maintenant, on a vraiment 3 activités. On a les coffrets cadeaux, les événements virtuels physiques et de la création de jeux. On est sur des gros, ouais, aussi, on parle de cette Capgemini, on essaie des groupes de formation. On bosse avec le Comité international olympique pour leur développer tout un jeu pareil de A à Z. Donc voilà, 100% sur Bubble, sur un truc qu'on n'avait pas prévu. Enfin, voilà. Parce que je trouve que c'est un exemple de ce qu'on est tout capable de faire avec le code, voir aussi qu'il n'y a pas de limite, parce que à la base, mais c'est une solution qui n'a pas du tout été conçue pour ça. Quand j'en ai parlé à Emmanuel de Bubble, qui m'a dit qu'on organisait des jeux sur Bubble, quand il m'a dit, mais je savais pas que c'était possible. Donc on a complètement détourné l'usage pour réussir ouais, à s'adapter et à créer ce type de jeu. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans la boîte. Notre stratégie aussi, on n'avait jamais eu. On a peut-être mis plus de temps qu'une boîte traditionnelle où
Voilà, on a mis presque 5-6 ans pour atteindre 2 millions de chiffre d'affaires. Enfin, ça fait, ça va bien. B, c'est clair que ça va plus vite avec le lever. Enfin, mais je trouve que ça aussi, ça peut renverser aussi le rapport de force. Si on avait levé des fonds il y a 3 ans, quand on avait besoin, ben on l'aurait levé sur une valorisation hyper mauvaise, des investisseurs plus exigeants. Et aujourd'hui, ben, on est en position de force parce qu'on n'a pas besoin de fonds, on se développe, on va bien, et si on lève très bien, super. Si on lève pas, ben, c'est pas grave. Je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez. Ouais, enfin, Alors, j'imagine être à l'attendre partiellement répondu sur la fin. Tu me disais que du coup, bah, tu as très longtemps été le seul level dans la ouais. boîte. Donc, Benoît, qui est intéressé de savoir du coup quel profil il a, et surtout qu'est-ce que tu as comme une vision, comme stratégie d'utilisation de ton level, parce que sur les 2 journées qui viennent de s'écouler, on a plein de témoignages, il y a des boîtes qui nous ont fait donc, du full de code, il serait tard de ne pas avoir beaucoup de devs, pas avoir de tech, surtout de ne pas avoir donné finalement cet outil de code à une population tech, avec quand même une prédisposition à anticiper des problèmes architecturels, etc., des solutions de développement de software. Ça, c'est la première partie de la question. Et puis après, aussi, est-ce que tu as un downside un peu sur finalement le full no code, parce qu'on voit aussi, il y a des boîtes où justement ils n'ont pas de tech et ils arrivent à des saturations où il y a des goulots d'étranglement, surtout sur Google, sur des Ouais. composants comme la DB, comme les workflows, comme voilà. Bon. Ouais. Pardon, c'est bon. Non, mais il y a plein de choses. J'essaie de répondre. Euh, Hmm. Moi, déjà, je pense qu'il y a une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, en tous les cas, quand on parle de Double, c'est pas un outil accessible. C'est-à-dire que communiquer et de dire, bah, en 3 semaines, tu vas créer ton site, non, pas sur Double. Peut-être que si tu as un besoin simple en utilisant d'autres outils, ouais, sur Double, non. C'est plus simple. La rage du no-code. Et pour moi, ce que je recherche, c'est des profils qui ont une logique. Donc, Benoît n'a pas été dev avant, mais il a la logique qu'il faut. Enfin, voilà. Il faut avoir une certaine logique. Tout le monde ne peut pas être bon sur Bubble. Par exemple, mon associé qui était directeur commercial, donc, sur Bubble, voilà, c'était pas fait pour lui. Hein. Donc c'est la première ouais, partie de la question. Donc, je pense que c'est surtout un état d'esprit qu'il faut. Se dire que ouais, c'est long, il faut une information sur Bubble. Euh, il y a effectivement une pénurie de profils. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un bon bubbler. Enfin, soit ça se paye très cher en freelance, un mec qui est vraiment bon. Un des points noirs aussi, je trouve, de la solution aujourd'hui, c'est que si t'es pas très bon toi-même sur Bubble, tu vas pas être capable de voir si la personne avec qui tu bosses est bonne ou pas. Parce que ton site, n'importe qui peut le faire sur Bubble. Par contre, comme tu disais, bah, tu vas avoir des goulots d'étranglement. Il suffit en fait qu'un workflow soit mal optimisé et ton site va pouvoir cracher. Donc, c'est pour ça, tu vois, peut-être que nous, on arrive à handle, à avoir 5000 users en parallèle. Par contre, si l'architecture est construite différemment, en fait, on n'en entendra pas 50. Parce que c'est sur la construction qu'il y a sur Google. Typiquement, un jour, on avait un événement à 200 personnes, un petit truc. J'ai changé un micro-élément dans un backend workflow. Enfin, tiens, on m'a fait crasher le serveur. Enfin, parce que ça recalculait les points. À chaque fois que chaque user répondait, ça recalculait les points de toute l'équipe. Il y avait, je sais pas combien de workflows qui sont partis. Et au final, le jeu qui d'habitude tournait super bien, mais il a suffi d'une petite erreur d'inattention dans un workflow back-end. Et au final, bah ouais, le truc, ça marche pas. Google, c'est de la merde. Machin. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, je trouve, sur l'utilisation de la techno, et c'est un peu un risque que je vois aujourd'hui sur Google, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de certification, enfin, et c'est difficile de savoir qui est vraiment bon ou pas sans le tester. Et moi, je pense qu'on va aller faire cette question-là. Moi, je viens de la tech, ouais. Et ce que je vois des présentations de l'univers, c'est qu'il y a énormément de réflexions, de choses qui ont été comprises. Tu l'as précisé de l'open. Ce sont des choses qu'on sait depuis longtemps. Il faudra qu'on parle de modularité, de paradoxe, etc. C'est ce qu'on sait faire. Et je me demande justement sur cette approche de comment tu mets des bons blogueurs ou autres. euh, Toi-même, quand tu t'es formé, mais en place cette culture-là, est-ce que tu es allé chercher des gens qui sont de la tech? Est-ce que tu as appris de cette truc-là ou J'ai c'est toujours appris vraiment. tout ça là. Ouais, j'ai tout appris en faisant. Ça passe plus de temps, mais j'aime bien mettre la main dans la pâte, et c'est vrai que c'est à force de tester plein de choses que je me suis rendu compte de ce qui marchait pas. Après, je pense que ouais, j'ai toujours été très bon en maths, donc j'avais l'architecture, je savais comment les données fonctionnaient, j'avais il faut des petites bases quand même pour sur Google. Et je pense que ouais, assez vite j'ai acquis ces bases-là, mais un peu par moi-même, à droite et à gauche. Et est-ce que vous avez testé d'autres. Pardon. Ouais, vas-y, enfin, Ouais, est-ce que tu as testé, est-ce que vous avez testé d'autres applications
Parce que là, vous êtes 100% accroché à Google. Ouais. S'il se passe quoi que ce soit chez eux, vous êtes plus dans le club. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, ça met sur la confiance. Après, j'espère qu'ils vont perdurer. Bon, c'est plutôt bien parti, parce qu'ils ont levé 100 millions. Ouais. Euh, non, mais c'est aujourd'hui, pour moi, c'est le seul outil qui nous permet d'aller aussi loin. Et c'est ça, en fait, je sépare vraiment les deux types d'outils. Donc, sur Webflow, tu peux avoir tu peux être no-codeur. Enfin, c'est pas le même type de no-codeur sur Bubble que sur Webflow. Un mec qui est bon sur Bubble, ça sera pas vraiment plus ce que tu disais d'un dev. Pour moi, c'est un dev, c'est juste peut-être un langage qui est différent, c'est le langage Bubble. Mais il faut les mêmes pratiques, la même organisation. Ouais, c'est pour ça que ma question était, c'est ça, c'est est-ce que tu vas chercher des devs en leur donnant du coup des outils no code, ou est-ce que voilà, tu cherches plutôt des gens Aujourd'hui, ouais, bah, malins, premier, business, avec la tête de fiche. moi, je préfère les gens malins, business, tête bien. C'est un peu aussi dans la boîte, par exemple, on ne fait pas du tout au CV. Donc, le numéro 2 il était animateur des centres aérés. C'est lui qui a passé dans un SKLM. Et voilà, il nous a rejoint dans son premier CDI, il a grossi avec la boîte, et le CV, je m'en fous. Juste un mec qui est motivé, qui a envie d'apprendre. Et je pense que c'est pareil sur le web. C'est pas éliminatoire, ça prend plus de temps. Deuxième fois, temps du genre. Donc, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est longue. Je ne recherche pas à tout créer un dev. Mais ça, après, c'est la logique de boîte. Je sais qu'il y a pas mal d'agences avec qui je parle. Il y en a qui recrutent, c'est super fort, je recrute que des devs, par exemple. Enfin, sans dev, comme Ego Dev, c'est plus mixte, donc il y a un petit peu les deux. Ah, moi, j'aime bien le profil un peu, c'est un peu de l'ordinaire, un peu de mal, Alors, moi j'ai une question du coup du fait que vous fassiez tout sur Bubble et qu'au fur et à mesure vous avez grandi, du coup comment ça se passe au niveau de la propriété intellectuelle? C'est, c'est une bonne question. Nos créations, on fait avec nos clients quand on crée un jeu, c'est notre propriété intellectuelle, donc on le garde, et on peut le réutiliser sur d'autres créations. On se fait un peu une librairie de jeux et on se sert de l'existant. Après, c'est vrai qu'on est clairement dépendant de Bubble. Que si un jour le service ferme, sera dépendant de Bubble. Le risque, et je sais que j'ai regardé ça quand même avant de c'est dessus, c'est juste dans leur politique, si jamais un jour ils font faillite, en fait, ils libéreront le code gratuitement sur Internet. Il ne faudra pas d'arrêt de service complètement. Par contre, effectivement, il sera plus mis à jour. Donc le risque, c'est que le jour où si un jour Bubble fait faillite, on se retrouve où il y en a encore en ligne qui arrive. Par contre, là, il faut trouver une autre solution. D'accord. Mais le jeu vous appartient bien, la création, Ouais. même si elle est parce que quelqu'un d'autre qui est sur Bubble, Bubble n'a pas du tout Ah le non, droit de réutiliser ce non, que vous c'est faites pour. c'est décentralisé. Enfin, ouais. Voilà, ok. Ok. Donc, Non, il n'y a pas d'accès en vous avez le droit de faire. Il y a un système de template. Donc, sur Bubble, il y a deux templates que vous pouvez utiliser d'une app sur l'autre. Mais non, ce que crée chaque utilisateur sur Bubble, il appartient à 100%, il ne peut pas être utilisé par un autre utilisateur. Ouais. Je sais pas, je sais pas comment se profil. Vous êtes pas. Ouais, alors, j'ai fait une école de commerce. Je suis pas du tout dev à la base. C'est une quinzaine aujourd'hui. Et c'est moi qui m'occupe aussi de la partie tech. Le dev sur Google, c'est qui est création. Voilà. C'est tellement possible, c'est un retour que j'ai eu en fait en école de commerce. C'est une situation en maison d'entrepreneuriat. J'étais à PSB, Paris School of Business, école post-bac. Et on était, allez, peut-être 6-7 dans la classe à avoir des projets, dans l'incubateur. Des super projets, il y avait un veto libre, on pouvait faire le veto libre des vétos, à des projets en école de commerce. Et en fait, c'est à la fin, on était les seuls à se lancer. Parce que les 5 autres se sont heurtés au même problème, c'était le problème du côté tech. C'était ceux qui avaient la chance d'avoir des parents et qui avaient de l'argent à leur filer, ils ont quand même pas mis 30 000 euros, ils ont préféré acheter un appartement ou un truc plus sûr plutôt que rester dans un dev, ils n'aimaient pas s'associer. C'était difficile de s'associer parce qu'il y avait peu des passerelles entre les écoles de commerce et les écoles de dev. Donc voilà, moi c'est parti un peu de cette frustration-là, et c'est ce que j'avais dit à mon maître de master, je me suis dit, j'ai dit, il faut un cours de no-code, l'école de commerce. Pour moi, c'est une priorité, en tout cas en master en entrepreneuriat, il faut un cours de no-code. Après, en fonction du profil de chacun, quelqu'un qui est vraiment startup, il faut un cours de Bubble, parce que là, il peut lancer styleux. Hein. Quelqu'un qui est peut-être un peu moins startup, qui a un projet qui veut lancer une marque de fringues, qui veut lancer, il faut quand même des bases pour savoir qu'il a Shopify et qu'il a différents outils qu'il peut utiliser sans forcément passer par un dev. Il faut se rendre compte qu'en école de commerce, il y a des mecs qui montent un projet qui passe pour un dev, où en fait, il y a une solution gratuite qui vous paierait 30 euros par mois. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi faire ce travail-là auprès des entrepreneurs sur
sur les différents outils. Et ça a été plutôt bien écouté parce que l'année d'après, bah, il y avait un cours qui a été mis en place sur un master un PSE. C'était la troisième année. C'est moi qui donnais le cours la première année. Donc une trentaine d'heures de cours, bah, je reprends. Enfin, j'ai pas reconduit parce que bon, avec la boîte, c'était un peu compliqué de jouer à timing. Mais voilà, c'était une super réussite où j'ai eu 6 projets, ils étaient en troisième année. Et sur les 6, il y en a 3 qui ont lancé une correcte bubble à la fin. Enfin, il y en a 2 qui se sont vraiment lancés. Il y en a un, bah, il a souhaité aller plus loin en passant par une agence et par des devs, une agence de code. Et les autres, ils ont développé carrément tout leur site par MVP et ils faisaient une solution de revente de métaux lourds auprès des industriels. Voilà, un truc vraiment de niche, ça leur a permis de créer toutes leurs solutions, les plans pour les industriels, les spécificités, et ils ont tous lancé grâce à ça. Ouais. J'avais une question, tu sais, on aurait été plus vite avec les étudiants, et qu'est-ce que tu aurais pu faire? J'aurais embauché. Ouais. J'aurais embauché beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est aussi une culture, c'est aussi notre force. En fait, je vous ai pas tant parlé de nous que ça. En fait, on a une approche, moi, la marque que j'adore, c'est Virginie, de Richard Branson, en Angleterre, qui a créé, en fait, tout un écosystème d'entreprise avec des valeurs communes. Et donc, c'est la même chose un peu chez Boomerang. Aujourd'hui, on fait des coffrets cadeaux, on fait des événements, on ne se ferme pas de porte. Maintenant, on pourrait faire n'importe quoi. Mais en fait, avec des valeurs communes, avec toujours la satisfaction de l'utilisateur en premier. C'est-à-dire qu'on a le moindre souci avec un client, ben, on va le rembourser. C'est pas la rentabilité. Moi, j'ai quelqu'un, on gère encore le service client, donc je gère beaucoup. Donc, le jour où j'ai quelqu'un qui passe 2 heures au téléphone avec un client, ben, je me félicite. Voilà, plein d'exemples comme ça, parce qu'en fait, on s'attaque à un marché, le coffret cadeau, qui a 20 ans, qui est dominé par 2 acteurs, Smartbox et Wonderbox, qui font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Europe. Ils sont deux. Et en fait, quand vous rentrez à la Fnac, vous avez un mur énorme, vous avez Smartbox, Wonderbox, Dakota Box un peu plus petit, Divabox, et les indépendants. Les indépendants, avant, il y avait les Stadium Box qui faisaient des box places de foot, il y avait Au Théâtre qui faisait des box places de théâtre, et il y avait nous, une PT3. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous savez pas, quand vous êtes déçu avec Smartbox et Wonderbox, vous allez vers Dakota Box et Divabox. Mais Dakota Box appartient à Smartbox, Divabox appartient à Wonderbox. Et les 2 autres indépendants qui faisaient des places de théâtre et des places de foot, ils ont été rachetés par Wonderbox. Donc ça, c'était l'état du marché jusqu'à il y a 2 ans. Et là, il y a une grosse news en mai, c'est que le numéro 2 Wonderbox rachète le numéro 1 Smartbox. Voilà, c'est un marché qui est devant, comment dire, je crois que c'est un second concurrentiel, c'est ça en Europe, mais il justifie qu'en fait, ils sont sur le marché de l'activité. Ticketing ou pas du tout très cadeau. Donc ils sont tout petits. Enfin, après, ils sont tout petits, et ils maîtrisent un marché, ils sont 90% de chiffre d'affaires dans le coffret cadeau. Et en fait, le coffret cadeau, ça se base sur, comme je vous l'ai dit, c'est un business qui coûte pas très cher à lancer, parce que vous imprimez votre coffret, vous le vendez, on va garder la trésorerie, et on va payer le partenaire quand ce sera utilisé. Nous, on a une approche hyper sûre, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de soucis pour un casse Covid, parce qu'on n'a jamais dépensé d'argent qu'on n'avait pas. Mais il y a des boîtes, je sais pas le nom, mais qui l'ont fait. Enfin, c'est un modèle différent. Et en fait, une boîte traditionnelle de coffret cadeau gagne de l'argent avec les gens qui n'utiliseront pas leur coffret. Je sais pas si vous en avez déjà eu un en cadeau. Ouais. C'est 30%. Ils communiquent sur 15% des lecteurs, mais ils font entre 30 et 40%. En fait, moi, ce que j'estime, c'est que des fois, on vous offre un cadeau à Noël, on vous offre un livre, vous n'allez pas le lire. Ça peut arriver. Avec un coffret cadeau, ça peut être la même chose. Donc, vous pouvez ne pas l'utiliser. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse tout pour qu'il soit utilisé. Donc, tout est fait dans la boîte, on relance la personne par mail. Nos coffrets, par exemple, les coffrets de la concurrence, ils sont là à 3 ans. Nous, chez nous, ils sont là à 99 ans. Enfin, pour la vanne, comme ça, ils expirent jamais. Et ce qui est hyper pratique, c'est que sur votre espace client Boomerang, vous pouvez prolonger votre coffret de 99 ans supplémentaires en un coup. Voilà, donc, les gens qui l'ont fait, c'est approuvé. Mais voilà, en fait, on arrive sur un marché, vous voyez, et les mecs, en fait, ils ont tout fait de manière un petit peu détournée, pas d'utiliser le coffret cadeau, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et ils sont vieux, ils sont tout seuls, c'est un monopole qui s'embêtait un peu entre eux, etc. Ils n'avaient pas tendance à innover. Et donc, nous, l'idée, c'est d'attaquer des marchés comme ça, et d'arriver hyper start-up en communiquant, bah non, on fait les choses différemment. Depuis le coffret cadeau, c'est une super idée, pour que ça soit un produit bien construit. Donc voilà, donc c'est l'approche un peu qu'on essaie d'avoir chez Beaumont. Ils ont pas essayé de vous racheter. Non, 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 non. On les a rencontrés au tout début. On était que 2, parce qu'on s'était dit un peu naïvement, bon, on a besoin d'un réseau de distributeurs, ils ont 50 points de vente en France, on a un coffret qu'ils n'ont pas, peut-être qu'il pourrait avoir des synergies, machin. En fait, on était rencontrés les deux. Wonderbox ne nous a pas pris au sérieux. Donc, on a rencontré quelqu'un montré de la boîte, il était un peu plus haut. Ils nous proposaient, c'était absolument scandaleux, ils nous proposaient une page dans un de leurs livrets. Enfin, il fallait qu'on perde de l'argent à chaque fois qu'un coffret était utilisé chez nous. Donc, en gros, nous, on paye notre partenaire 90. Eux, ils nous payaient 85 à chaque fois qu'un coffret était vendu chez eux.
Donc voilà, clairement, c'était avec une page dans un livret de 300 pages autour d'activités. Ok, on n'a pas le fait. Et Smartbox nous ont tellement pris au sérieux qu'on a rencontré le numéro 2 à l'époque, en France, qui nous a dit, je me rappelle, l'entretien, ça s'est terminé. Il a dit, bah, super les gars, vous avez une super idée, qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est une super idée. Ah, hop, je vous recontacte. En plus, ils sont en Irlande. Je pas encore en Irlande. Donc, il nous avait dit, bah, je vais partir en Irlande, je vais parler au grand patron, au sein d'Apple, et puis voilà, il vous rappelle bientôt. Le mec nous a jamais rappelé. On avait beau le rappeler, il répondait pas. Et puis on s'en rend compte 6 mois après, ils ont essayé de faire la même chose que nous. Ils ont lancé un grande distribution à coffret SKDM, qui n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas réussi à créer un lien avec les partenaires, ils n'avaient pas une offre suffisamment large. Mais voilà. Et de toute façon, ça aurait pas été dans l'approche et dans la logique. Je pense qu'on fait tous l'entrepreneuriat pour différentes raisons. Moi, c'est pour le kiff de construire vraiment un gros truc. C'est aussi l'idée d'avoir une marque avec plusieurs divisions. C'est pas dans une optique de vendre, s'il y a une proposition de l'un ou de l'autre. Ça n'a pas été, c'est pas dans les formes. Il y a tellement à faire qu'on me dit c'est un marché d'1 milliard. Des mecs qui, moi j'estime qu'ils font mal leur taf. Je me suis dit en arrivant, ils nous ont attaqué aussi en justice parce que ça c'était assez génial aussi. Un jour on reçoit une lettre par recommandation au cabinet de réception et on voit en fait on est assigné en justice par Smartbox parce qu'on fait libre entrave à la libre concurrence du marché du coffret cadeau. Ça déjà on a bien rigolé. Parce qu'en fait on a des clauses d'exclusivité avec notre contrat à SKBM, ils se sont heurtés à ça et bon. On leur a répondu une lettre par avocat, bah écoutez, vous faites 500 millions, et nous on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, donc la libre concurrence, voilà, jamais, je te sers. Et je vais vous donner d'autres exemples, en fait, d'apprentissage, l'emploi, l'école. En école, pas fait ça, il faudrait. Je pense que c'est le travail des agences. Il faudrait que les agences poussent ça au maximum pour rentrer en école. C'est parti de le système, parce qu'on a besoin aussi d'entrepreneurs. Et un mec, même en école de commerce, qui peut faire son MVP, qui peut faire ses premiers peut-être 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires, ben, il y a un moment où s'il n'est pas tech, s'il a envie de mettre la main dedans, il va passer par une agence. Donc il faut, voilà. Pour moi, c'est le travail que devraient faire les agences. Ouais. Tu as parlé de travailler avec Amazon ou des grands groupes. Comment se sont faites ces collaborations? Bah, on a eu de la chance, en fait, c'était beaucoup de demandes de devis. Les gens ont vu que sur l'entrant, toute la partie événement. Il y avait peu d'acteurs qui faisaient des événements virtuels pendant le Covid. On a fait beaucoup de publicité à AdWords, spécialement sur les mots-clés, virtuels, les STVM, séminaires, etc. Et aujourd'hui, on a trop de devis pour la taille qu'on est. On n'a jamais prospecté, et en fait, c'était une demande en fait. Avec 6 ans de recul, là, pour être début, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais différemment? Qu'est-ce que je fais différemment? J'embaucherais plus tôt. Je chercherais beaucoup plutôt un profil, ouais, pour se demander sur la partie tech. En fait, c'est que pendant longtemps, j'étais tiraillé entre les deux. Donc, je me suis dit, j'avais fait un premier test en putain, quelqu'un qui était justement en école de dev. C'était un stage de 6 mois avec potentiellement une alternance derrière, mais que j'ai pas prolongé. C'était pas mon profil. En fait, j'ai perdu 3 fois plus de temps parce qu'ils bossaient sur l'app, ils faisaient des erreurs. Et puis moi, pour aller corriger ce qu'il avait fait, j'étais obligé de me remettre dans sa logique. Et au final, je perdais 3 fois plus de temps. Donc, en fait, c'est peut-être inconsciemment, j'ai essayé de repousser au maximum. Et je m'étais dit, bah, moi, j'aimerais bien un profil hyper bon, hyper formé. Mais aujourd'hui, c'est très dur à trouver. Ah oui. Donc, c'est peut-être ça, ouais, j'aurais fait différemment. Enfin, sur l'approche, j'aurais peut-être pas rapide. La technique qui est arrivée, t'as compris le chiffre d'affaires, juste quoi les fonctions de la semaine. C'est nickel. Ouais, il y a encore des gens qui achetaient. Enfin, j'ai confiance en l'avenir. On en vendait moins, mais ouais, les mecs, tous les STM de France étaient fermés, ils achetaient comme sur notre site. Parce qu'on a envoyé de chance. Ouais, à l'époque, on était valable 1 an, donc c'était avant de passer à 99 ans. Enfin, bon, on les prolongeait toujours gratuitement, donc il n'y a pas eu d'expiration, mais quand même. Ouais, c'est surprenant, c'était pas une perte de 100%. Ouais. Il y a des outils spécial, no code spécial pour les autres, mais c'est pas utilisé. Il y a des outils plutôt de formation. En fait, c'est possible de créer des cours d'e-learning. C'est des LMS, e-learning management system. En fait, toutes les grandes boîtes ont des LMS et ils intègrent leur formation sur ces LMS. C'est un langage en particulier. Il y a des éditeurs de LMS qui permettent en fait de créer une formation gamifiée qui est directement possible d'intégrer sur l'espace, par exemple, une Carrefour de n'importe quel grand groupe qui bosse avec un LMS.
On n'est pas passé par là parce que chaque fois, il y a quand même des limites. Ouais. Avec Bubble, on n'a pas de limites. C'est animé, c'est un peu tout. Ouais, ouais. T'arrives à faire tout. On arrive à faire des choses animées. Par exemple, la première énigme, vous arrivez dans le musée du Louvre. Vous voyez la Joconde qui est disparue avec des flèches à gauche, à droite pour vous promener. Enfin, donc à gauche, vous allez dans une autre salle. C'est une animation avec la photo. Vous arrivez, et puis là, il y a des tableaux sur un mur. Enfin, pareil à droite. Et en fait, sur cette première énigme, il va y avoir des informations cachées dans les tableaux. Et chaque joueur de l'équipe va avoir des informations différentes. Donc en fait, il faut trouver le nom du maître de Léonard de Vinci. Et donc vous, dans le tableau 1, vous allez avoir VER, RO dans le tableau 2, CCH dans le 3 et IO dans le tableau 4. En fait, les joueurs vont devoir communiquer ensemble, dire bah, moi dans le tableau 1 j'ai ça, moi dans le 3 j'ai ça. Et mis bout à bout, ça va faire le mot de passe pour ouvrir un cadenas au milieu de l'écran. Vous cliquez sur le cadenas, entrez Verrocchio, et là vous allez avoir une animation qui va vous faire passer à l'étape d'après. Voilà, c'est plein de jeux comme ça. On a une animation aussi, on a une énigme de puzzle. En fait, on a utilisé les drag and drop sur Google pour construire un puzzle à reconstituer avec des pièces que chaque participant peut bouger. Donc, pareil, on peut bouger qu'un cinquième de pièce si vous êtes 5 dans l'équipe, un sixième si vous êtes 6, etc. On essaie de les faire sortir aussi du jeu. Enfin, c'est un peu chiant si on est tout le temps derrière la fin d'écran. Donc, il y a des énigmes. Donc, on a un chatbot qui trouve un téléphone dans le jeu. Il va falloir envoyer un SMS avec leur propre téléphone sur une ligne. On a créé un chatbot qui va donner des indices sur la bonne Joconde. On a des énigmes aussi avec des coordonnées GPS. Il va falloir aller dans Google pour pouvoir chercher ses coordonnées. Alors, on essaie de varier un petit peu les plaisirs sur le jeu. Voilà. Mais c'est pas que grâce à Google qu'on peut grâce aussi à l'activité. Aussi, toujours. Ouais, ouais, parce qu'à la base, ouais, c'est comme cette solution qui n'est pas faite pour ça. On a dû un petit peu peut-être détourner certaines choses. Mais il y a tellement de choses que tu peux faire avec Google. Donc, ouais, on a peut-être un cas d'usage parmi tant d'autres. Enfin, donc, pareil, sur Google, tu aurais millions de cas d'usage différents. Ouais, t'as dit que ouais, t'as lancé le jeu interactif sur la plateforme sur Bubble genre en 3 semaines. Ça a pas été, ça a été très chaud à faire en 3 semaines ou déjà ton niveau te permettait. Ouais, niveau à l'époque, je pense que le permettait. On était 3 dans l'équipe. Donc, j'avais un designer qui faisait les maquettes sur Figma, Théo qui faisait toutes les énigmes, et puis moi qui intégrait. Ok. Donc, le premier, toute la base, ça m'a pris 3 semaines. En plein Covid, avec les missions à côté, etc. Donc, tout à temps plein, peut-être 2 semaines. Le deuxième escape qu'on a fait, on est descendu à 2 semaines, et le troisième, une semaine. Donc, maintenant, en fait, on est une semaine entre le début de la création d'un jeu et la fin. Après, c'est beaucoup plus long sur des projets grands groupes. Ouais. Parce que là, par exemple, C'est avec custom. Domini, il faut valider chaque wording. Donc, on a, je sais pas combien de réunions avec il y a l'équipe légale, ensuite il y a l'équipe com, ensuite il y a l'équipe sécurité, etc., qui à chaque fois va avoir des trucs différents. Donc, ça va plutôt être dans les allers-retours avec les clients que c'est long, mais la phase de création du jeu, Et quand t'as eu les 5000 personnes en même temps, genre, comment t'as fait pour tester avant, pour savoir que ça allait pas cracher, t'y allais au culot? un peu, tu Ouais, c'est aussi la marque un peu de Fabric, c'est qu'on fait beaucoup de choses au culot, donc on a vendu plein de produits avant de les avoir créés, on a, voilà, en fait, moi, c'est ça la limite, c'est la mentalité aussi qui veut insuffler, c'est des gens qui sont des merdes. Mais grâce au no-code, on assure. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vendu un truc qu'on n'a pas pu assurer derrière dans la délivrance produit. Bravo, en tout cas. Ouais. Merci. Ça arrive pas souvent, c'est une première fois que je me tape de